Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs de SML 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci de nous faire confiance, surtout de l'attachement que vous témoignez à votre chaîne. Nous sommes là pour vous servir en toute responsabilité, toujours à travers votre magazine Interface qui revient sur les grandes actualités politiques en République démocratique du Congo et sur l'organisation des grandes structures politiques de notre pays. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a l'alternance? Est-ce qu'il y a la révolution? Dans chaque ordre, nous allons devoir de vous apporter surtout les analyses qu'il faut au sujet du discours du président de la République, Félix Tshisekedi, de son message à la nation hier. Ça va dans tous les sens, les analyses pilules de partout. Est-ce que c'était un discours attendu? Est-ce que la mobilisation est générale et tous azimuts, tel qu'annoncé? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut appeler la jeunesse à pouvoir se ranger derrière les FRDC? Est-ce qu'il faut de l'adhésion au sein de l'armée? Comment ça doit se passer? Mais aussi, nous allons braquer un peu le phare des projecteurs du côté du parti l'UNR, l'Union des nationalistes révolutionnaires de Maître Pascal Nyambo-Muyumba, le président des opprimés, sur le comment ces partis s'organisent, de sa doctrine, du logo du parti, de la vision, de l'implantation et de l'organisation administrative. Tout ça, nous allons y revenir avec un éminent invité, celui qu'on appelle Monsieur Paulin Denol Mututa, qui est le secrétaire permanent de l'UNR, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez très bien, Monsieur Paulin. Je suis d'attaque. Vous êtes d'attaque. La révolution évolue très bien au sein de votre parti. Absolument. Elle évolue absolument bien et le parti se porte à merveille. Les partis se portent à merveille. Nous sommes dans l'Interface, le magazine qui revient sur les grandes actualités du pays. Nous allons y revenir sur l'organisation du parti et sur le comment vous gérez au quotidien le parti. Est-ce que les choses évoluent très bien? Qu'en est-il de la doctrine et de l'implantation de la vision et même de l'organisation administrative? Mais d'abord, l'actualité oblige. Le président de la République s'est adressé à la nation hier. Est-ce que c'était vraiment le discours que plus d'un des Congolais attendaient à ces jours? Oui, le chef a parlé, nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi. Ce qui est vrai pour le nationaliste et révolutionnaire, c'était un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué. Qu'est-ce que vous attendiez qu'il n'a pas été au rendez-vous? Nous étions comme Cristiano Ronaldo ou Messi sur le banc, alors que leurs équipes respectives étaient cueillies à froid. On est là attendant que le coach nous dise d'entrer pour essayer, tant soit peu, amener un vent nouveau, un nouveau style, mener le jeu et renverser la donne. C'est ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Qu'est-ce que vous vouliez exactement que les chefs disent par là? Il fallait qu'ils déclarent la guerre parce que l'option diplomatique, semble-t-il, selon ses dires hier, n'a pas marché. En l'entendant s'exprimer, les chefs avaient deux options. Il avait l'option diplomatique, il y avait de l'autre l'option de la guerre. Autrement dit, la politique de la carotte et du bâton. Mais à partir du moment où la carotte était épuisée, où il n'avait plus de carottes dans sa gibecière, eh bien, la seconde option devait être celle de la guerre. Nous avons reconnu et nous avons déclaré que le pays était agressé par un pays voisin. Les rapports de la mission de l'Organisation des Nations Unies, la MONUSCO, étaient très éloquents quant à ce. Alors, faudra ou fallait-il qu'on puisse nous faire un dessin pour comprendre que réellement, il était temps que nous puissions nous organiser, comme on l'a toujours dit, fort de notre arme qui est le nationalisme, cette idéologie ancrée dans la nation qui est l'âme de cet État, l'État congolais. Et là, il faut l'appréhender, je n'aime pas trop, parce qu'il y a deux théories qui s'affrontent sur la nation. La toute première est objective, qui veut que la nation, en fait, soit considérée selon certaines considérations, certains faits caractéristiques, en l'occurrence linguistiques, raciales, religieuses. Et nous, la RDC, devant cette jauge-là, évidemment, nous sommes à côté de la plaque. Et il faudra parier que même certains États à travers le monde ne pouvaient pas répondre à ces critériums.
On peut parler peut-être de l'Italie, parce que l'Italie, avec la race européenne, la langue l'italien, peut-être la seule à répondre à ces critériums. La Belgique, n'en parlons pas, parce que là, nous avons d'un côté les Wallons, de l'autre, nous avons des Flamands. Donc, nous avons les néerlandophones d'un côté, et de l'autre, nous avons des francophones. Mais j'ai toujours voulu la théorie subjective de la nation. Cette théorie veut que l'on considère la nation comme un fait de l'histoire. C'est qu'arriver à réfléchir sur le piédestal de l'histoire, dire à quel moment un peuple s'est retrouvé réuni, à quel moment un peuple s'est mis d'accord, a-t-il cultivé le vouloir vivre ensemble pour atteindre un objectif. Et cette théorie répond bien à la nation congolaise. Je vous renvoie à l'histoire. Nous avons d'abord le règne de Léopold II. Léopold II comme le roi qui a régné au Congo, considérant la République démocratique, à l'époque c'était le Congo, comme sa propriété privée. Le Congo belge. Les Congo belges. De 1885 à 1908. Absolument. Très fort à l'histoire à mémoire. Et je vous assure, pendant ces temps, Léopold II a régné sur tout le Congo. Après le règne de Léopold II, nous avons la colonisation belge, n'est-ce pas? Nous étions tous colonisés par des Belges, tous ensemble, sans exception aucune. Nous nous sommes retrouvés ensemble, nous avons cultivé, nous avons exprimé ce vouloir vivre ensemble pendant la lutte pour notre souveraineté internationale, l'indépendance. Vous connaissez l'histoire. Nous étions ensemble. On peut aller plus loin. En 1998, lors de la guerre d'agression, les Congolais, tous ensemble comme un seul homme, se sont lancés. Et nous nous retrouvons pratiquement presque dans ces contextes-là, mais pour ces cas ici, les chefs de l'État appellent à la mobilisation générale et à la constitution de groupes de jeunes qu'il a qualifiés de groupes de vigilance. Croyez-vous qu'il serait en train d'appeler là à une auto-prise en charge de la population? Bon, je l'ai trouvé encore très diplomatique. Très diplomate, s'il faut dire ainsi. Je ne l'ai pas vu dans sa tenue de commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise. C'est-à-dire revêtu de son treillis et dire le pays est agressé, vous le savez, nous l'avons dit, notre diplomatie s'est exprimée, il y a des preuves sur le plan international. Eh bien, j'en appelle à la mobilisation générale. J'ai retenu parmi ces grandes lignes, c'est l'appel aux jeunes de constituer des groupes de vigilance. Oui, nous allons constituer les groupes de vigilance, mais l'ennemi est déjà dans la maison. Oui. Et comment nous allons nous organiser ça? Il semble-t-il, le chef de l'État n'a pas montré la voie sur le comment les choses doivent se passer. Il a été beaucoup plus réserviste. Pourtant, le serpent est déjà dans la maison. Ce qu'il faut, c'est organiser la défense, n'est-ce pas? Il faut organiser la défense. D'abord, la résistance. La résistance. Nous devons résister. Et la résistance s'organise. Nous savons comment nous avons fait en 1998. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'il le déclare à la télé ou bien il faut aller lire entre les lignes? Peut-être qu'il y a des sous-entendus de son message qu'il en appelle là aux Congolais de pouvoir en décoder. Moi, je ne crois pas les sous-entendus, je ne crois pas un quiproquo non plus. Bon, c'est un discours, peut-être, c'est le tout premier volet. Moi, j'attends le deuxième, qui serait en téléchargement, peut-être, qui viendra, qui va rencontrer carrément les attentes de révolutionnaires, des nationalistes et révolutionnaires. C'est que on en appelle à la mobilisation générale, la résistance. Au lieu, en un premier temps, d'appeler à la formation des groupes de vigilance. Non, il faut activer le mécanisme d'autodéfense populaire parce que nous avons l'ennemi sur notre territoire, sur notre sol. Et la population de Goma est déjà prête à pouvoir aller lancer l'assaut s'il le faut. S'il le faut. Il faut résister. Il faut s'organiser à ce point-là. Et il suffisait tout simplement que le chef de l'État puisse mettre un mot à ce niveau-là pour que même la communauté internationale puisse bouger. Mais avec ces discours, évidemment, l'ennemi s'est dit « Ah, nous le voyons encore gentil,
Figurez-vous, un chef de l'État, en tenue militaire, il passe à la télé, il dit voilà ce qui s'est passé. Nous nous sommes conformés aux normes internationales. Nous avons commencé par la diplomatie, ça n'a pas marché. Évidemment, nos adversaires ou l'ennemi nous a fait tourner en bourrique. Aujourd'hui, nous sommes en guerre et nous devons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous devons bouter hors de nos frontières. Et ça, il a réitéré son engagement à mourir même pour la nation. Il a rappelé ça. Ça, c'est vrai. Mais ce sont ces ingrédients-là qui ont peut-être manqué. Il devrait être quand même jusqu'au boutiste, selon vous, les révolutionnaires? Absolument. Absolument. Quand vous êtes attaqué, Monsieur Nono, vous êtes mon frère, je vous vois en cours de route, en difficulté, il y a quelqu'un qui est en train de se battre. Je ne pose pas la question, la première des choses, je me lance dans la bataille pour essayer d'écarter les dangers qui vous guettent. Et c'est par la suite que nous allons chercher des voies et moyens. Et même si, précédemment, il y a eu une brouille entre nous deux, la brouille, on en parlera après. Mais pour raison de prestige, j'ai dit, il faut écarter d'abord les dangers. Très bien. La nation est menacée et ça, je suis intéressé et même attiré par la nomination de votre parti. Je vois l'UNR, l'Union, qui veut dire l'unité, les nationalistes qui reposent sur la nation, et puis la révolution. Est-ce que la RDC à ces jours a-t-elle besoin d'une révolution? Absolument. On a tendance à croire que la révolution, c'est seulement porter les armes et renverser les pouvoirs en place. Non. C'est un vent nouveau dans la manière de diriger la chose publique. Apporter quelque chose de neuf. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, la chose publique est en train d'être gérée d'une certaine manière. Mais nous disons sur fond de l'expérience, sur fond de ce que nous sommes en train de voir, il y a lieu de diriger autrement. Il y a lieu de mettre sur pied un système qui permettra que chaque Congolais, dans son coin, dans son domaine d'activité, vive bien aise, se sente à l'aise, soit épanoui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. La plus grande mission, la mission principale des gouvernants, est de travailler pour l'épanouissement de son peuple. Regardez un peu, quand vous observez notre logo, il dit tout. Nous sommes là, vous voyez la République démocratique du Congo bien représentée, là vous voyez des ressources naturelles qui sont là, les ressources hydrauliques, vous avez les ressources minières, toute la biodiversité, et tout autour de cette République démocratique, il y a des gens qui sont armés. Qui veillent au gain. Oui, ils sont là, ils se disent, voilà, si aujourd'hui nous ne faisons pas attention, notre État, à cause de ce qu'il possède, risque de disparaître. Parce que les autres ont besoin de ça. Et ils ne veulent pas passer par des canaux autorisés. Venir négocier avec les propriétaires. Vous voyez, même quand il faut fixer la valeur mercurielle de minerai, on nous l'impose par les gens qui viennent les rechercher ou les chercher. C'est à nous, parce que ce sont nos minéraux à nous. Et là, nous devons jouer la carte de la géopolitique de minerais stratégiques. Nous les avons ici chez nous. Nous avons le cobalt, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le cobalt... C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Oui, nous avons les colombotantalites. Nous avons le lithium. Nous avons tout ce qu'il faut. Alors, faisons attention. Nous devons défendre cette patrie. Quiconque voudra avoir ce dont on a besoin, que cela le soit selon les normes, qu'il vienne nous contacter, nous allons faire des arrangements, nous allons nous mettre d'accord sur le principe, et qu'ils puissent obtenir ce dont ils ont besoin de nous, et non pas venir les prendre de force. C'est bien de bien vouloir proposer un nouveau paradigme pour la gestion de la République. Ça, plus d'un de Congolais attendent ça impatiemment, mais je voudrais bien être curieux de savoir de ce que c'est la doctrine de l'UNR, que les Congolais aujourd'hui ont presque le désir et la volonté de vouloir s'adhérer. Est-ce qu'ils peuvent comprendre c'est quoi la doctrine de ces partis? La doctrine de l'UNR est bien simple. Eh bien, c'est la défense et le sort de la patrie ancré ou fondé dans la lutte de l'indépendance économique et le sort de la République démocratique du Congo. Et quand vous voyez ces trois piliers qui constituent même la vision de notre patrie,
un autre parti, voulais-je dire, qui va certainement se répercuter au sein de la patrie, vous serez d'accord qu'avec nous, nous devons organiser notre défense. Parce que lorsqu'à tout moment, on dit que la partie Est est devenue le ventre mou à cause de nos frontières qui sont poreuses, sans oublier que nous partageons une frontière commune avec 9 États. Nous devons constituer une armée forte, une armée de professionnels bien équipés, avec un budget de la défense conséquent. Comme on dit, qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Prépare la guerre. Qui ne veut pas la guerre, fait quoi? Disparaît. Non. Qui veut la guerre? Je vous renvoie à quelques phrases du général Boudjamabé. Les femmes, d'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire, ces vaillants soldats. Lorsque Bukavu tombe sous les hommes de Mtebutsi, Boudjamabé fait un repli stratégique. Et de l'endroit où il s'est trouvé, on lui pose la question sur la suite. Il dit, nous sommes en train de préparer une riposte énergique. J'ai étudié la guerre, j'ai fait la guerre, je connais la guerre, mais je n'aime pas la guerre. Vous voyez? C'est pour cette raison. Disons, la raison fondamentale que l'individu aujourd'hui, que nous considérons comme le générateur du pouvoir institutionnel, qui le pousse à donner une parcelle de son pouvoir. Souvent, je reste estomaqué quand j'entends dans certains commentaires les uns ou les autres dire que c'est notre pouvoir. Non, c'est pas votre pouvoir, c'est le pouvoir de l'individu. C'est un individu qui se trouve dans son coin, mais il s'est dit, étant seul, je suis à l'insécurité. À la recherche de la sécurité, je dois aller vers les autres. Ainsi, je leur accorde une parcelle du pouvoir pour qu'ils puissent l'exercer. Monsieur Nono, est-ce que vous savez, il y a combien de palais du peuple ici, en République démocratique du Congo? Avez-vous déjà pensé sur la trilogie des palais du peuple? Vous est-il déjà arrivé de vous pencher sur... ici, c'est moi qui pose des questions. Absolument. Ce n'était pas une question, c'était une façon de vous attirer vers la réponse que je vais donner par rapport à ça. Allez-y. Alors, nous avons premièrement les palais du peuple, où siègent les élus du peuple, n'est-ce pas? Vous avez les députés nationaux, vous avez les sénateurs. Ok? Ils sont au sein du palais du peuple. Quelle est la démarche? La démarche est bien simple. 80 millions de Congolais ou 90 millions de Congolais ne peuvent pas se transporter et aller siéger au Parlement. C'est pour cette raison que nous délèguent leur pouvoir au travers leurs représentants. Deuxièmement, nous avons le palais de la nation, que nous considérons aujourd'hui comme la présidence de la République. Dans votre jargon, comment vous appelez les chefs de l'État? Les locataires du palais de la nation. Il est locataire du palais de la nation. Qui en est bailleur? C'est le souverain primaire consacré dans l'article 5 de la Constitution. Absolument. Et le président de la République a reçu mandat de l'individu. Parce que quand on vous dit le peuple c'est le souverain primaire, il n'y a personne qui peut vous expliquer comment. Comment le peuple est le souverain primaire? De qui tient-il cette souveraineté-là? Eh bien, le peuple tient sa souveraineté de l'individu. Nous allons, dans une autre institution, les cours et tribunaux. Les décisions, donc les jugements et les arrêts, sont rendus au nom de qui? Au nom du peuple. Voilà là la trilogie du palais du peuple ou des palais du peuple. Nous en avons 3. Et le peuple souverain, au-dessus du peuple, il n'y a personne. C'est cette capacité que l'Éternel, je sais bien que vous êtes croyants, a donnée à l'homme, faisant qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Voilà ce qui est vrai. Et nous devons aborder la situation dans ce sens-là, si nous voulons bien nous en sortir. Alors, nous avons la défense. Nous n'allons pas aujourd'hui bâtir une économie forte sans pour autant que cette dernière soit assise sur une semelle d'une armée forte. Les autres l'ont compris. Je vous donne l'exemple de la Chine. La Chine, avec son méga projet de nouvelles routes de la soie, je vous transporte vers Djibouti, un minuscule état de la Corne de l'Afrique, perché sur la Corne de l'Afrique,
où la Chine a ouvert la banque de la soie déjà en 2016, beaucoup d'intérêts sur le plan portuaire, très impliqués. Et c'est là même que la Chine a sa plus importante base militaire. Il n'y a pas de base militaire à Djibouti, sur le plan de matériel sophistiqué, des infrastructures, en dehors de la base chinoise. Évidemment, les autres ont leur base militaire. Pourquoi? L'économie va de pair avec la défense. Si nous bâtissons une armée bien équipée, nous avons déjà des militaires bien formés, alors il faut du matériel, il faut un bon traitement pour que le moral soit au zénith. Quiconque voudra s'attaquer à la République démocratique du Congo devra réfléchir deux fois, parce que la raclée qu'il aura, ce sera la taille de la maison. Monumentale. Mais bon, dès là. Bien sûr, ça c'est très bien, mais il y a aussi l'article 63 de la Constitution qui donne des pouvoirs à tout Congolais, et cette fois-là de pouvoir défendre sa nation sans attendre même l'appel du chef de l'État, une fois que l'envahisseur est déjà à la maison. C'est presque le cas aujourd'hui. Nous pouvons également en recommander à la population de Goma qui nous suit. Ce qu'a fait la population de Goma est tout à fait normal. Les chefs s'expriment, les chefs donnent le tempo, les grandes lignes qu'il a données là, si bien que à notre niveau, nous avons estimé que c'était un rendez-vous manqué. Mais vous n'allez pas attendre que l'on vous dise « défendez-vous » pour que vous défendiez. Ça, c'est hors de question. Il ne suffit pas seulement d'avoir de la force et de l'énergie, mais il faut du courage et de la volonté. Nous sommes attaqués et nous attendons qu'on nous dise « allons-y, boutons hors de nos frontières cet envahisseur ». Non, nous nous organisons. C'est pour cette raison, nous avons dit, il y a ce mécanisme-là d'autodéfense populaire. Il y a cette conscience. Voilà pourquoi, M. Nono, au sein de l'UNR, il y a cette organisation à la base. Notre base, c'est l'avenue. Notre base, c'est la rue. Nous sommes organisés en comité. Parce que nous disons ceci, qui ne contrôle pas une avenue, ne contrôle pas le quartier, ne contrôle pas la commune, ne contrôle pas la province, et au finish, ne contrôle pas la République démocratique du Congo tout entière. Une fois, j'ai posé la question à nos camarades sur le phénomène de Kuluna, nos camarades de la cité Pumbu, parce que nous sommes partout. Je leur ai dit, écoutez... On y reviendra sûrement sur par la suite, oui. Juste une parenthèse, pourquoi là-bas il n'y a pas le phénomène de Kuluna? Ils ont dit que là, nous avons refusé. Et nous étions constitués en menace sérieuse contre tout cela qui se servaient de notre quartier comme lieu de refuge lorsqu'ils étaient traqués ailleurs. Voilà comment se comportent les nationalistes. Ceux qui ont de l'amour, qui n'ont que la nation comme âme. Voilà. Très bien. Ceux qui ont de l'amour, ceux qui n'ont que de la nation comme âme, ça c'est très bien dit, mais aussi il faudra reconnaître que l'INR n'est pas d'accord sur le nombre de fois que le pays est mal géré ou pas trop bien géré, s'il faut nuancer un tout petit peu. Mais à la limite, vous devriez apporter une nouvelle donne de la gestion. Et cela va de pair avec la vision que vous voulez imprimer à travers les Congolais révolutionnaires que vous désirez qu'ils viennent ensemble avec vous pour mener les combats. Sur quelle vision devrait-il caracoler pour prétendre bien gérer les pays qui est ici mal géré du reste? Celle de la République démocratique du Congo, réellement démocratique, où vit un Congolais libre et épanoui. Voilà notre vision. C'est qu'il ne suffit pas seulement d'avoir dans cette dénomination-là démocratie pour que l'on parle de la démocratie. La démocratie a ses éléments, la démocratie a ses ingrédients. Nous disons dans la définition purement classique, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais avec l'UNR, c'est le contrôle de gouvernants par les gouvernés. Ainsi... À travers quel mécanisme? Le mécanisme est bien simple, nous avons le Parlement, n'est-ce pas? Les contrôles parlementaires existent, parce qu'en fait, ces députés à qui nous avons conféré une parcelle de pouvoir ont des comptes à rendre à la population. Ils ne sont pas là en leur nom. Nous l'avons dit dès le départ. Vous faites allusion à ces députés qui touchent 21 000 $ sans en penser à l'enseignant qui a du mal à en réaliser 150 $ américains. C'est de ceux-là dont vous faites allusion? C'est le contraste même. Et nous pouvons dire que ces genres d'attitudes sont insupportables. Moi, je voudrais bien être à l'aise parce qu'actuellement, nous sommes en temps de guerre et si vous voyez, vous observez notre logo, nous sommes même partis des combats. Nous sommes prêts à nous battre pour défendre notre pays. Je serais bien aise
d'assister un jour, d'observer ou de regarder une bagarre au Parlement. Tout simplement, ce jour-là, les députés ne se sont pas mis d'accord en ce qui concerne l'amélioration de l'assiette salariale de fonctionnaires de l'État. Là, on dit que ça commence à venir. Donc, ils ont compris, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils font? À travers cette mandature, il faut renvoyer ça au calendrier grec. Bon, il n'est jamais tard. Il n'a jamais été tard pour mieux faire. Renvoyer au calendrier grec, moi, je ne crois pas. Écoutez, d'une part, nous portons une part de responsabilité. Ça fait 3 législatures. Messieurs, non. La toute première en 2006, nous avons élu nos représentants qui sont allés au Parlement. Les résultats, mitigés ou chaotiques ou déception. C'est à vous-même de donner la cote. Moi, je crois que nous n'avons pas été satisfaits. Deuxième législature, 2011, pas d'avancée significative. Troisième législature, 2018. Écoutez, l'âne ne tombe pas 2 fois dans un même trou. Mais nous sommes tombés 3 fois dans un même trou. Qui sommes-nous? C'est pour cette raison, chez nous à l'UNR, que la révolution s'impose. La révolution doit s'imposer comment? Il faudra que le peuple opprimé prenne le pouvoir. Et la bonne prise de pouvoir, c'est dans les urnes. Nous avons comme leitmotiv l'autoprise en charge. Il faut investir dans l'homme congolais. Il faut le rendre acteur de son propre épanouissement. Et là, valoriser les dirigeants locaux. C'est quand même triste. Nous sommes à Kinshasa il y a plus de 2 décennies et nous pouvons aller poser notre candidature. Vous savez, je ne vous coupe pas sans vouloir vous couper l'arbre sous les pieds ou encore vous retirer la parole dans la bouche. Ce serait se moquer des Congolais s'il faut parler des élections locales. Nous avons vu tous ces politiques, que ce soit de l'opposition comme de la majorité de l'époque, parler tous le même langage, dire qu'il faut le retour des élections à la base, des élections municipales, mais ils sont arrivés au pouvoir. Rien de pareil ne s'est fait. Et vous croyez que les Congolais doivent toujours être naïfs à faire confiance en ce genre de propositions, que ce soit de l'INR ou d'un autre parti que ce soit? Ce qui importe, c'est ce que vous proposez aux gens. Vous savez, il y a eu beaucoup de discours au Congo, si bien qu'il y en a qui s'en moquent, il y a des gens qui parlent bien. Il y a les gens qui écrivent. Les lois, il en existe. Mais ce qui compte actuellement, c'est quoi? Nous n'avons plus besoin de 10 heures. Nous n'avons pas besoin de parleurs. Nous avons besoin de l'agir et du faire. Nous avons besoin des gens qui posent des actes à impact visible. Et c'est possible avec l'UNR. Nous sommes prêts à relever ces défis. Très bien, vous posez les actes visibles. Qu'avez-vous déjà fait en termes d'implantation? Est-ce que l'INR, c'est un parti des bureaucrates? C'est un parti qui reste dans les VIP, à Gombe par exemple? Je ne dis pas que vous êtes à Gombe, mais je suis en train de réfléchir à Haute-Voix. Eh bien, est-ce que vous êtes sur le terrain? Est-ce que vous rencontrez le Congo profond? Comment les partis ont été implantés à travers la République démocratique du Congo? Très bien. D'abord, je dois vous surprendre un tout petit peu que nous appartenons au peuple opprimé. Nous-mêmes, nous faisons partie du peuple Comme le opprimé. président national, le président des opprimés. Comme le président des opprimés. C'est l'unique façon. Nous n'appartenons plus, ne sont pas encore de connivence avec ceux-là qui nous ont tourné le dos. Nous appartenons à ces peuples opprimés et si on peut nous balancer certaines réalisations... Oui, la réalisation est déjà là. Vous allez vous rendre compte que l'UNR a trouvé l'attente des Congolais. C'est que les Congolais attendaient, les peuples opprimés attendaient. En fait, expérimenter l'inconnu a animé plusieurs de nos Congolais. Mais aujourd'hui, le peuple est déçu. Et nous avons dit, il faut amener un vent nouveau. Il faut de la révolution. Et le discours est bien simple. Le peuple opprimé n'a pas de moyens. Mais nous avons le plus grand moyen. Nous avons nos têtes, nous avons notre esprit, parce qu'il ne suffit pas seulement de s'appeler nationaliste et révolutionnaire. L'UNR, au-delà d'être un parti politique, c'est un état d'esprit. On doit lire en vous, on doit sentir couler cette sève nationaliste et révolutionnaire. Et là, on ne donne pas d'argent. Nous nous organisons nous-mêmes, l'autoprise en charge. On ne le finance pas. Dire que voilà, le parti... Vous voulez dire que tous ces jeunes que nous voyons à travers les images qui défilent, ils viennent d'eux-mêmes, ils ne sont pas motivés, vous
Ils viennent par la bonne volonté de venir découvrir quoi de nouveau, ce que les autres n'ont pas proposé depuis. Grâce au marketing de relations, nous sommes comme il y a peu la pandémie de Corona. Vous avez vu, M. Nono, quand on devait mettre les gens en quarantaine, c'était quoi? Les contacts des contacts. Vous avez des relations. Et quand vous présentez la vision de l'UNR à votre ami, celui-là la présente également à quelqu'un d'autre, c'est de cette manière-là que nous sommes parvenus à convaincre les gens. Parce que le nationalisme, c'est quelque chose de très, très important. Et nous disons, nous n'avons que cet État, nous n'avons pas deux États. Il m'est jamais arrivé d'aller vivre ailleurs, donc dire que j'ai projet d'aller vivre à l'étranger. Moi je me dis je reste au Congo et je n'ai que cette patrie ici, je n'ai que cet État, je n'ai que cette nation. La RDC compte 25 provinces plus la ville-province de Kinshasa, Oui. Et à cela il faut ajouter les 145 territoires au total. Oui. Vous pouvez nous rassurer à ce jour, l'INR est implanté dans combien de territoires? D'abord, nous sommes dans toutes les 26 provinces. Et le travail d'implantation continue. Et les gens viennent. Je peux vous rassurer qu'il y a des gens, certaines personnes, potentiels candidats, députés, qui étaient là sous la bannière d'autres formations politiques. Et la base leur dit, voilà, nous avons besoin de ce parti. Parce que rien qu'à voir ce que représente, ce que nous balance, les logos, nous disons que voilà, il y a quelque chose ici. Nous voulons investir dans l'ombre. Et quand vous adhérez à l'UNR, vous êtes obligé de réussir. C'est une obligation. Vous devez réussir. Et nous devons vous aider à réussir. C'est pas du genre, nous vous aidons une fois, nous vous orientons, vous échouez, nous disons que vous êtes un bon à rien, restez là. Sinon, nous passons à l'objectif. Est-ce un parti des vieux ou un parti qui donne la place aux jeunes pour que ces jeunes qui doivent venir et apporter leur énergie au sein du parti pour le développement et aussi participer à la gestion de la chose publique, quelle est la place que vous réservez à la jeunesse au sein de l'INR? La jeunesse qui est le Congo de demain occupe une place de taille. La verdure. Mais sans oublier aussi le vieux, n'est-ce pas? Parce que l'âge que vous avez, celui qui a 65 ans, l'avait déjà dépassé. Il y a ce qu'on appelle l'expérience. J'aime beaucoup quelqu'un qui disait que l'expérience rend sage. Vous savez comment l'expérience rend sage? À un certain moment donné, la sagesse vient des échecs. On a échoué, mais on s'était dit, bon, écoutez, je dois me relever, je dois aller de l'avant. C'est que nous prenons tout le monde, mais tout celui qui a la passion du Congo. Et notre devise est claire, n'ayez jamais abandonné la patrie. Vous ne devez pas tourner le dos à la patrie. Vous devez vous sentir concerné. Et quand on parle de la République démocratique du Congo, que vous vous retrouviez, aujourd'hui nous sommes devenus la risée du monde. Pourquoi? On doit se poser cette question. Parce qu'on ne sent pas de sérieux, une détermination dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a même certains de nos frères africains qui disaient, mais écoutez, mais les Congos, qu'est-ce qui se passe? Avec la position que vous avez, toutes les richesses que vous avez là. Mais vous ne faites rien, mais que voulez-vous? Où est-ce que vous voulez nous amener? À cause de vous, l'Afrique ne se développe pas convenablement. Le centre d'impulsion doit être la République démocratique du Congo. Mais vous vivez dans toute inconscience totale, dormant sur le laurier. C'est pas possible. L'INR réserve une place de choix pour l'agriculture parce que le ventre creux n'a point d'oreille, dit-on. Est-ce que les Congolais devraient-ils manger ce qui serait produit sur place ou bien vous allez plutôt nous amener une vision axée sur une économie extravertie que les Congolais n'ont plus besoin pour l'instant? Vous savez, les drames aussi pour l'économie de notre pays, c'est cet aspect-là. Une économie extravertie. Nous prenons l'entrepreneuriat privé et nous l'encourageons. Il y a des entrepreneurs ici. Il y a des gens que nous pouvons encourager d'aller de l'avant. Ainsi, sur le plan de l'éducation, il faut aussi avoir un environnement favorable pour encourager ces jeunes à entreprendre. Tout à fait. Voilà pourquoi il nous faut des réformes. Que l'on ne commence plus à produire de demandeurs d'emploi, mais plutôt des créateurs d'emplois. Quand vous sortez de l'université, que vous soyez en mesure de créer des emplois. Il faut qu'il y ait cette symbiose entre la science et les différentes professions. Les ingénieurs que nous avons ici. Il faut les échanges d'expérience avec d'autres. Il y a quelque temps, vous ne pouvez pas participer à un colloque sans pour autant avoir 2 Chinois dedans.
Les Chinois ont envoyé leurs enfants à l'étranger pour étudier la technologie. Et aujourd'hui, vous voyez ce qu'il y a là-bas? Il y a quelqu'un qui avait publié sur la pérille jaune qu'à cause de la démographie, à cause de la surpopulation, la Chine était appelée à disparaître. Mais aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est. Très bien. La Chine a su faire de sa démographie une plus-value pour la nation. C'est ce qui fut fait, mais la RDC ne sait pas faire de ses difficultés, de ses problèmes sécuritaires, de ses problèmes alimentaires, de ses problèmes de tout ordre, des opportunités de vie qui seraient favorables pour tout le Congolais. Et ça, vous croyez que l'INR pouvait à relever ces challenges que les Congolais attendent impatiemment d'ailleurs? Absolument, je n'avais pas encore répondu correctement à la question relative à l'agriculture. Vous savez, quand il a été créé les services nationaux, du temps de M. Laurent Désiré Kabila, celui qui a prôné tout au début... Et on vous qualifie même de muséiste, hein. Vous êtes de cette école-là. Bon, vous savez, pour tout nationaliste, il peut s'appeler lumbumbiste, il peut s'appeler muséiste, pourvu que l'on retrouve cet ingrédient très important, le nationalisme, la nation, l'amour de la nation, l'amour de la patrie, le patriotisme. Nous avons des terres arables, nous avons des superficies. Savez-vous que nous bénéficions d'une pluviométrie à certaines régions, il pleut toute l'année. À certains endroits, nous n'avons même pas besoin d'engrais chimiques. Vous cultivez, essayez un peu de jeter une fois une graine de maïs sur la toiture de votre maison. Passez-y 2 semaines après ou 3. Vous allez voir que cette graine de maïs va germer. Alors, il faut booster l'agriculture. Vous avez déjà les résultats au niveau du service national, la Kanyaba-KCC, où l'agriculture contribue suffisamment à la lutte contre la faim. Ventre affamé à point d'oreille. C'est pour cette raison nous insistons beaucoup sur le social du Congolais. Il faut que le gouvernement travaille. Et ce défi, l'UNR est à même de le relever. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous vous rappelez quand l'ancien président tunisien Moussef Marzouki était arrivé ici, lors de la francophonie. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis en République démocratique du Congo, le pays de Patrice Emery Lumumba, à qui Dieu a tout donné, et le reste, figurez-vous. Et quand vous commencez à réfléchir, vous dites que Moussef Marzouki avait entièrement besoin. Nous avons tout ce qu'il faut. Dieu, par son amour pour le Congo, avait donné d'abord ce qu'il fallait donner à tout le monde. Il a regardé dans sa judiciaire, il lui est resté quelque chose, et il nous a tout donné. Mais le problème, c'est l'homme congolais. C'est un problème d'homme. Un problème d'homme. Comme c'est un problème d'homme, et qu'est-ce que vous allez amener pour transformer cet homme? Parce que vers la fin du mandat de Joseph Kabila à l'époque, il a tenu un point de presse où il a précisé à la presse que s'il y a quelque chose qui n'a pas pu transformer, c'est de transformer l'homme zaïrois à l'homme congolais. Ça, il n'a pas réussi. C'était un échec. Vous croyez que l'INR peut venir transformer cet aspect des choses? Vous savez, je vous renvoie à un dicton qui dit « La crainte du gendarme, c'est le début de la sagesse ». Comme nous le disons, comme le disent les Saintes Écritures, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Il est bien possible d'y arriver. Pourquoi? Pourquoi et comment? Très simple. Vous savez, nous devons faire de la lutte contre la corruption notre cheval de bataille. L'IGF en fait déjà. C'est pas suffisant? C'est pas suffisant parce que l'IGF fait son rapport. Bon, il y en a qui vont... Et qu'est-ce qui manque alors? Non, écoutez, j'arrive, non. Il y a des gens qui vont à Makala, certainement pour la visite de différents pavillons. Vous avez déjà été à Makala? Bien sûr, plusieurs fois, rendre visite aux gens. Quelqu'un est arrêté, au bout de quelques semaines, liberté provisoire. Et c'est fini, il n'y a plus de dossier. Mais lorsque les gens sont renvoyés à Makala, ils purgent la peine, ils exécutent cette peine qui rentre dans son double rôle, correctif et dissuasif. Moi, je crois que les gens ne pourront plus s'hasarder à verser dans les antivaleurs. La gabegie financière, la concussion, les détournements des deniers publics. Les enchissements illicites. Les enchissements, l'enrichissement illicite. Mais je me demande même à quoi sert la déclaration que l'on fait
la déclaration de son patrimoine une fois aux institutions. Ça, on déclare à l'entrée, mais à la sortie, rien du tout, rien du tout. C'est ça le problème. Mais vous entendez seulement... c'est l'article 90 de la Constitution. Absolument. Vous entendez seulement par ailleurs, il a autant de maisons. Ah, autant de maisons avec le salaire qu'il touchait, avec les émoluments qu'il touchait. Non, c'est impensable. Alors, il faut arriver à un certain moment donné à une certaine dose. Il faut augmenter la dose de la chicotte. Les gens ne doivent pas se considérer comme être prêts à faire tout ce qui leur passe, qui traverse l'esprit. Non. Quand vous êtes ministre, ministrium signifie serviteur. Vous êtes au service du peuple. C'est le peuple votre patron. N'est-ce pas? Et vous devez marquer votre passage. Vous devez laisser des empreintes. Il faut que l'on dise, quand tel était dans tel ministère, voilà ce qu'on a constaté. Voilà ce qu'on a eu. Interface de séjour, votre émission, votre magazine a reçu M. Paulin Denol Mututa, qui est le secrétaire permanent du Parti de la Révolution de la République démocratique du Congo, l'UNR, de Maître Pascal Nyembo-Muyumba. Il nous reste un seul aspect à aborder tout au long de cette émission. Il s'agit de l'organisation administrative du parti. Est-ce que nous pouvons en savoir un peu plus? Voilà, je ne peux pas vous brosser en entier toute l'organisation. Évidemment, nous sommes organisés parce que nous nous sommes dit, il nous faut d'abord, dans notre approche, former l'homme congolais, n'est-ce pas? Former les différents cadres. C'est qu'il faut les initier petit à petit. Dans les futurs, ou bien ce sont des actions que vous posez déjà? Ce sont les actions que nous posons. Je vous informe qu'à l'UNR, il y a une école. Ah bon? Oh oui, parce que le rôle des politiques est aussi d'instruire leurs membres. N'est-ce pas? Suivez le comportement de différents intervenants qui participent à vos émissions sous la bannière de l'UNR. Au libre débat qu'ils ont l'habitude de passer, se mesurer avec les autres. Tout à fait. On leur dit, voilà, il faut respecter votre co-débatteur. N'est-ce pas? Vous êtes libre d'opinion, vous êtes maître de vos pensées et non pas les maîtres de vos paroles. Il faut faire très attention. La grossièreté, non. La liberté d'expression. Vous devez avoir du respect. C'est une valeur purement inhérente à la nature humaine. Vous devez respecter l'homme pour ce qu'il est, en tant que créature du Dieu vivant. N'est-ce pas? Et de là, c'est qu'il faut. Je vous ai parlé de l'organisation à la base. Nous avons des comités, nous avons des coordinations au niveau de la base. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut valoriser les dirigeants locaux, c'est à ce niveau-là que tout se joue. Vous avez un coordinateur de l'avenue qui n'est pas différent de ses chefs de l'avenue. Donc il est en mesure de travailler, de gérer son entité pour permettre que cette dernière aille de l'avant. Il ne faut pas toujours être là comme des Jérémie. Qu'est-ce qu'on dit en lingala? Et vous ne croyez pas que les décisions à l'INR, ça se prenne plutôt, les décisions plurielles bien sûr, de manière verticale au lieu de l'horizontalité? Est-ce que vous tenez aussi compte de la base quand vous prenez vos décisions, ou bien c'est les chefs qui dirigent, Pascal Nyembo décide et les autres ils exécutent seuls? Non. Sans donner même de point de vue. Non, nous sommes dans l'approche pyramidale. La vraie pyramide, pas renversée. Donc tout part de la base vers le sommet. Je vous donne un exemple. Quand nous avons dit que nous devons faire participer, nous devons faire de l'homme congolais l'acteur de son propre développement, c'est qu'il doit être consulté. Un exemple plus simple, cela s'est produit dans un coin de la République démocratique du Congo, où une ONG s'est présentée et a construit des Vespasiennes. Geste très louable. Mais on a fait un constat malheureux, personne n'y accédait. Et quand on posait la question aux gens, non, ça a été construit par une ONG, on l'a vu ici. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les riverains n'ont pas été associés. Si vous avez un projet, allez vers la population, posez-lui la question. Ne lui apportez pas des recettes toutes faites. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut pour le moment? Et lorsqu'il faut commencer les travaux, vous lancez... Ça, c'est l'approche participative. Participative. Vous dites que voilà, nous sommes là, nous voulons que tout le monde participe à l'ouvrage. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes, il n'y a pas de mamans qui peuvent nous aider?
Hein. Sur place, vous recrutez des gens et non pas venir avec du personnel d'ailleurs. Quand vous voyez les mamans qui sont là en train de puiser de l'eau, le peuple opprimé, hein, un Congolais lambda opprimé qui vient avec de l'eau là-bas, pour que l'on arrive à construire cet ouvrage-là. Une fois fini avec la participation de tous, le discours sera différent de celui qu'on a prononcé, qu'on a tenu quand l'ONG a fini son boulot. Les gens porteront témoignage. Ils diront que vous voyez ces Vespasiennes, ces toilettes publiques, nous y avons participé. Il y a de la sueur qui a coulé, qui a baigné nos joues. Il y a moi-même, j'avais ma truelle à la main. Vous voyez? Donc, il faut une approche participative. Il faut que l'homme se sente responsabilisé. Et là, il en est fier. Il en sort même ragaillardi. Il en sort même ragaillardi. C'est tout ce que nous retenons d'abord de l'organisation à la base, pyramide inversée ou bien pyramide normale? Normale, pas inversée, parce qu'une pyramide renversée s'enfonce verticalement dans le sol. Donc, il s'enfonce et une nation pareille est vouée à la disparition. Mais c'est ce qui s'applique pour l'instant. Vous voulez dire que la nation est vouée à la disparition? Si nous ne faisons pas attention, heureusement qu'il y a des nationalistes et révolutionnaires, il y en a beaucoup. Il y en a même qui sont en dehors des l'UNR. Les gens sont conscients que nous devons faire quelque chose. Quel est l'appel que l'INR lance aux Congolais, à ces jeunes, à ces responsables qui nous suivent de quelque part, qui veulent bien adhérer au sein du parti, parce que c'est par là que nous allons boucler la réalisation de Fed Yassine? Est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Par quels moyens? Quel est le message que vous leur adressez? Nous demandons aux Congolais et Congolais, aux Congolais et Congolaises, épris de l'amour de la patrie, ayant la sève du nationalisme coulant dans leurs veines, de rejoindre l'UNR. Parce qu'avec l'UNR, l'avenir est radieux. Nous ne sommes pas des liseurs. Nous sommes des faiseurs. Nous voulons faire de l'homme congolais l'acteur principal de son propre épanouissement, pour ainsi aboutir à l'essor de la République démocratique du Congo. Ils peuvent venir. Nous avons cette chaîne, si cela plaît aux gens. Nous savons convenablement que CML 13 est une chaîne qui est tellement regardée, et partout où nous sommes implantés, vous pouvez venir. Tout Congolais pris de paix et pris de défense de la patrie peut se joindre à nous. Pour ceux qui veulent bien le faire à l'immédiateté, il y a un numéro de contact pour vous joindre? Ils peuvent nous contacter au 081 482 84 38. Vous reprenez pour une meilleure audition le numéro? 081 482 84 38. Pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent utiliser les formats internationaux, plus 243 81 482 84 38. Paulin Denol Mututa, le secrétaire permanent de l'UNR, de Maître Pascal Niembo Mouyumba, le président des opprimés, tout Congolais, de partout où vous êtes à travers le monde, comme dit l'hymne national, vous êtes unis par l'essor, vous avez tout intérêt à pouvoir vous battre pour votre nation. Quant à moi, je vous recommande vivement de méditer l'article 63 de la Constitution, parce que le pays est agressé. Il faut que chaque Congolais, de là où vous êtes, essaye de voir ce que vous pouvez apporter pour que le pays soit sauvé, parce que si nous perdons la RDC qui est notre dénominateur commun, nous n'aurons plus de terres, alors nous serons des apatrides. Souvenez-vous de ce qui se passe quelque part, hein, au Moyen-Orient. Vous en connaissez exactement quelque chose. Merci M. Paulin Denol d'avoir été le nôtre au travers ce magazine Interface. Je crois que ce sera ni la première ni la dernière participation. On va se retrouver incessamment sûrement. C'est moi qui vous remercie, M. Nono. Merci bien à vous pour la confiance renouvelée à votre chaîne. Nous prenons rendez-vous pour un nouveau numéro la semaine prochaine, sûrement mercredi. Fixons-nous rendez-vous et puis on va se revoir. Et à la prochaine. Et merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Au revoir.